J'ai choisi ce métier pour être au cœur de la santé des femmes. Ça m'est venu tôt, au lycée. Je crois qu'à ce moment-là, c'était vraiment pour être une soignante et pour accompagner les femmes dans l'aventure de la grossesse et de la naissance. Ça a été une soirée de formation il y a quelques années. On nous a donné des outils simples, des questions à poser systématiquement aux patients et puis des pistes pour pouvoir démarrer la prescription des traitements nicotiniques substitutifs. Je me suis dit que, voilà, que c'était possible et que je pouvais donc démarrer ça en consultation. Les femmes, elles ont quand même bien conscience, même en consultation de suivi gynécologique, que le tabagisme, c'est mauvais pour elles. Et quand elles sont enceintes, là, c'est majoré et la culpabilité est très importante chez elles. C'est ça qui caractérise en fait les femmes tabagiques, je trouve. Si on n'est pas un professionnel formé, tabacologue, on pense qu'on n'est pas capable de prendre en charge, qu'on n'est pas légitime. En tant que professionnel, on a aussi d'autres difficultés qui sont... je pense par exemple au pictogramme sur les boîtes des traitements nicotiniques substitutifs. Quand on veut les prescrire à des femmes enceintes, il y a un pictogramme qui dit qu'il ne faut pas les donner aux femmes enceintes. Donc ça, c'est aussi une difficulté parce que quand on débute la prise en charge, eh bien, on peut avoir ces retours ah oui, mais c'est pas adapté aux femmes enceintes et c'en est une autre. Une autre difficulté qu'on rencontre et que je crois beaucoup de professionnels doivent rencontrer, c'est le temps de consultation. Pour faire de l'accompagnement et de la prévention, il faut un temps dédié pour ça. La valorisation aussi de la consultation de prévention qui n'est pas encore à la hauteur du temps nécessaire. Je pense à une autre difficulté qu'on rencontre quand même assez souvent, c'est la reprise du tabac après la naissance des bébés. La période d'après-naissance, du postpartum, c'est une période de stress où on réinvente un peu la famille, la femme qu'on est. Bref, il y a quand même beaucoup de patientes qui recommencent à fumer après la naissance de leur bébé. Lorsqu'on les revoit en consultation postnatale, on peut à nouveau à ce moment-là réaborder la question. Il faut trouver d'autres arguments, d'autres sources de motivation, peut-être en insistant plus sur le tabagisme passif et sur sa santé à elle. Je pense qu'il y a maintenant pas mal de formations et d'informations qui nous sont données. On a des outils qui ont été créés par le Coréa de Nouvelle-Aquitaine avec, ce sont des petits mémos très simples qui permettent, en fonction de la consommation des patientes, de démarrer un traitement nicotinique substitutif. On nous donne combien d'heures par jour, selon qu'elles sont enceintes ou pas enceintes, et puis quelle est la posologie du traitement. Et là encore, on n'est pas tout seul, donc pensez aux professionnels qui nous entourent, aux médecins généralistes qui ont quand même souvent beaucoup plus l'habitude que nous de ce type de traitement et aux ressources, notamment sur Addictoclick, de structures qui peuvent recevoir les patients. Un autre levier qui est dédié à l'entretien pendant la grossesse, c'est l'entretien prénatal précoce qui permet de faire du dépistage et du coup de démarrer de la prévention. Au cours de cet entretien qui ne comprend pas d'examen clinique, la question du tabagisme peut être posée pour la première fois quand on voit la patiente pour la première fois, puisque les patientes peuvent être adressées aux sages-femmes uniquement pour l'entretien prénatal précoce. Et à ce moment-là, on peut, en posant systématiquement la question, proposer du soutien, soit en démarrant un traitement substitutif, soit en adressant à des collègues spécialistes. En tout cas, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a le plus de temps pour pouvoir aborder cette question.
très rapidement, dans les 48 heures qui suivent l'arrêt du tabac, pour les femmes enceintes, les fœtus reprennent des mouvements actifs habituels, la croissance reprend comme s'il n'y avait pas eu de tabagisme, on diminue très rapidement les risques de métrorragie pendant la grossesse et également les risques de mort fœtale in utero. Et sans forcément le répéter aux femmes, ce qui ne ferait qu'augmenter leur culpabilité. En tout cas pour nous, en tant que professionnels, je pense que ça renforce notre conviction à faire de l'accompagnement. Il y a aussi un intérêt pour les professionnels que nous sommes à accompagner le sevrage tabagique. D'une part parce que ça limite tous les risques de complications pendant la grossesse, mais pas que. Voilà, dans la vie des femmes en général, et que forcément ça améliore, ça facilite leur parcours de soins à l'avenir. Donc je crois que ça c'est notre travail de dépistage, de prévention, d'accompagnement. Déjà systématiquement je pose la question de la consommation de tabac. Je demande si la réponse est oui à la consommation de tabac, je demande depuis combien de temps et puis quel est le nombre de cigarettes quotidiennes. En fonction de la réponse, je peux demander est-ce que vous fumez très tôt le matin, est-ce que vous vous levez la nuit, enfin voilà, ce genre de questions. Ça me donne une idée, une petite idée de l'importance de la dépendance. Et puis ensuite, je demande à la patiente comment elle vit sa consommation. Est-ce qu'elle a pensé à diminuer sa consommation ou à arrêter, et est-ce qu'elle aimerait de l'aide. En fonction de sa réponse, et puis de ce qui me semble être ses besoins, soit je lui propose d'initier tout de suite un traitement substitutif que je peux lui prescrire. Je m'aide pour ça des petits mémos de prescription. Soit je lui propose de l'adresser à un collègue tabacologue pour de l'entretien motivationnel et éventuellement une prise en charge régulière d'accompagnement à son sevrage. Je pose aussi systématiquement la question, alors particulièrement pendant la grossesse, pas trop dans les autres circonstances, de la consommation des conjoints, parce que ça fait également partie de notre rôle de prévention du tabagisme passif pendant la grossesse. Et si la patiente n'est pas fumeuse, je demande d'ailleurs toujours si le conjoint est fumeur et si lui aussi il souhaiterait éventuellement avoir de l'aide pour le sevrage tabagique. Les sages-femmes peuvent prescrire au conjoint et à l'entourage de la femme enceinte des traitements nicotiniques substitutifs depuis 2016. Notre profession a évolué quand même récemment dans notre champ d'action. On peut maintenant, depuis quelques années, suivre les femmes en suivi gynécologique de prévention. C'est un autre moment où on peut poser la question de la consommation de tabac. On a un autre champ d'action, d'accompagnement au sevrage tabagique pour limiter les risques cardiovasculaires des femmes qui sont en âge de procréer et qui veulent avoir une contraception. Je pense à un autre moment où on peut aborder, où on aborde systématiquement la question de la consommation de tabac, c'est lors de la consultation préconceptionnelle. Et là, pour le coup, ça concerne le couple. C'est systématiquement, on pose la question de la consommation de tabac pour la femme et pour son conjoint, et on parle de prévention et de proposition d'aide au sevrage pour améliorer la fertilité d'abord, mais aussi pour diminuer tous les risques qui sont augmentés par le tabagisme lors d'une grossesse future. Pour améliorer donc la prise en charge et puis surtout pour qu'elle soit optimale, on a un réseau de professionnels autour de nous
auxquels on peut adresser les patients. Je pense d'abord aux médecins généralistes. Alors en tant que sage-femme, on est quand même très habitué à travailler avec les médecins généralistes. Ensuite, à tous les professionnels tabacologues. Donc, autour de moi, j'ai quelques sages-femmes qui sont tabacologues auxquelles je peux adresser les patientes, mais également des services de tabacologie dans les structures de soins, des professionnels médecins addictologues, et puis également, au-delà du traitement et de l'accompagnement spécialisé, prendre en charge le bien-être des patients en cours de sevrage. Je pense à la préoccupation de la prise de poids qui est quand même importante, particulièrement chez les femmes qui pensent à arrêter de fumer, et donc les adresser chez une diététicienne par exemple. Si je devais convaincre une consoeur ou un confrère d'essayer d'accompagner les patients dans le sevrage tabagique, donc qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'on a des formations, des petites formations courtes, alors je crois qu'il y en a même en ligne, qui permettent d'avoir un minimum de base pour pouvoir se trouver un peu plus légitime à se lancer. Et puis surtout qu'on n'est pas seul, on a quand même beaucoup de professionnels qui eux sont des spécialistes, des tabacologues, des addictologues et de l'entourage des professionnels médicaux et paramédicaux du patient avec lesquels on peut faire un accompagnement de qualité. Je dirais aussi que notre métier, c'est la prévention, avant tout, le dépistage, la prévention. Du coup, accompagner le sevrage tabagique, ça donne quand même beaucoup de satisfaction. Voilà. Ça nous donne de la satisfaction professionnelle. Et quand on voit les femmes tellement fières d'avoir réussi et durablement en plus à se sevrer du tabagisme, ça donne encore plus d'énergie et de motivation pour recommencer avec d'autres patients. On peut aussi souligner que le moment de la grossesse, c'est un moment où la motivation est souvent importante à arrêter le tabac, puisque les femmes connaissent les risques et c'est le moment à saisir pour nous professionnels pour proposer quelque chose à la patiente et au couple.